Donc troisième tuto consacré à la modélisation multiphysique. Donc dans le tuto numéro 2 on avait évoqué la modélisation complète d'un four, hein, voilà, d'un four avec la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. Ce tutoriel par contre est consacré uniquement à la chaîne d'énergie, donc on va supprimer la chaîne d'information. Je rappelle la structure: chaîne d'énergie ici et chaîne d'information ici, modèle acausal, et ici modèle causal. Avant d'aller plus loin, je rectifie une petite erreur que j'ai pu faire dans le tuto précédent. Voilà, là. Pardon. C'était concernant le scope. Donc en fait, on avait configuré un temps de simulation de 350 secondes, une fréquence d'échantillonnage de 1 seconde, et puis ici, je vous ai parlé de la taille du buffer. J'ai dit qu'il fallait minimum 350 secondes. Bien évidemment, c'est pas 350 secondes, c'est 350 points à mémoriser. Vu qu'on simule 350 secondes et qu'on va échantillonner ici sur l'horloge à raison d'une seconde, je vais prendre 350 photos. D'accord, donc 350 points ici à remplir. Voilà, donc l'erreur est modifiée. Maintenant, on va s'attaquer à la partie modélisation étude en tout cas du modèle de la chaîne d'énergie. Donc pour ce faire, en fait, on va supprimer tout ce qui ne concerne pas la chaîne d'énergie. Hop. Le relais statique, je vais l'enlever, c'est plus simple aussi, et je vais tout simplement le retracer. Ah, j'y pense, peut-être que certains d'entre vous se demandent comment obtenir directement des traits carrés. Vous avez peut-être des traits un petit droits qui vont un petit peu dans tous les sens. Alors en fait, ça se fait dans la console Scilab. Donc il faut retourner ici et dans édition préférences, concernant Xcos, vous allez sur édition, et ici vous par défaut vous êtes sans doute sur droit, et vous mettez horizontal ou vertical, peu importe, l'un des deux est très bien, et auquel cas il vous tracera directement des traits droits. Voilà. Si vous avez besoin de réorganiser des traits, donc on est dans la mise en forme, il faut sélectionner le trait et se mettre sur le petit carré vert, et on peut bouger comme à notre convenance. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus de chaîne de régulation, donc on peut dans un premier temps faire une simulation. Voilà, donc la chaîne de régulation est enlevée. J'obtiens un graphe comme celui-ci. On voit que le temps de simulation est trop court. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechanger ici le temps de simulation. On va le mettre à 1000 secondes. Voilà. Ok. Attention, n'oubliez pas ici pardon, c'était ici. Alors ce qu'on peut faire maintenant, par contre, c'est peut-être mettre 10 secondes, c'est un phénomène lent au niveau des températures. Je peux mettre un échantillonnage de 10 secondes. Je simule sur 1000 secondes, ça veut dire que dans le scope, il me faudrait ici un buffer de 100 secondes de simulation à raison d'une photo, un échantillon toutes les 10 secondes, il faut bien 100 points. Et puis ici, normalement, 100 également, 100 secondes de temps de rafraîchissement, ça suffirait. On peut laisser à 1000, pas de souci. Je resimule. Alors attention, la courbe est déjà ouverte, donc ne l'attendez pas, elle va pas s'afficher toute seule. Il est en simulation, on le voit en bas à gauche, et puis ça y est, c'est fini. On a bien atteint le régime établi ici. Donc on constate en fait que la température sature aux alentours de 350 degrés. Vous avez la possibilité d'avoir les points, je crois que c'est ça. Je bascule ici et je viens cliquer sur la courbe. Donc je suis à 330 degrés. Voilà, je peux me situer à différents endroits pour avoir différents points. Je vais la fermer, 350 degrés, on retient ça, et on va modifier la conductivité thermique du matériau.
Donc je voudrais une résistance thermique de moins bonne qualité, ça veut dire une conductivité meilleure. 15 par exemple, je resimule, je fais OK. Donc la courbe apparaît, puis ce qu'on constate cette fois-ci, c'est qu'on atteint non plus 330 degrés, mais que je dise pas de bêtises, 227 degrés. Voilà, donc on voit directement l'impact en tout cas de la résistance thermique. On voit bien que le flux thermique ici, qui est généré par la résistance chauffante, les pertes par effet Joule, c'est le flux thermique, traverse plus aisément en fait la résistance thermique pour se propager dans l'ambiance. Alors maintenant vous allez me dire, ça aurait été bien d'avoir les deux courbes en même temps. Alors j'ai une solution, c'est pas forcément la meilleure, mais j'ai pas trouvé comment faire sinon. Donc je vais vous la proposer. On va tout simplement dupliquer le modèle. Donc édition copier coller ou CTRL C CTRL V. Voilà. Je vais le déplacer. Voilà, donc ça on va enlever. Le routage, je vais en avoir besoin de mémoire. Alors je vais faire un petit zoom arrière, voilà, hop. Ici on va pouvoir, hop, pardon, c'est pas ça. Cliquer, par exemple, dire édition. Donc résistance thermique, paroi du four, correct. Ok. Et puis ici, on va dire, hop, résistance thermique du four, moyenne. Voilà, on a un four qui est pas très bien isolé. Du coup on va paramétrer, donc celle-ci elle est correcte, donc on va lui mettre 10. La conductivité est moins bonne, donc la résistance est meilleure. Et ici on va la laisser à 15. Ok, c'est bon. Je vais ensuite afficher mon navigateur de palette qui avait disparu. Je vais le laisser dessus parce qu'avec Linux on peut le faire. Je la réduis, je vais dans la palette Sim et ici dans les utilitaires de routage vous allez trouver le multiplexeur. Donc je le prends, je le dépose. Alors le multiplexeur en fait on va le mettre ici. Je vais décaler un petit peu ceci. Voilà. Ah, j'ai supprimé mon multiplexeur. Zut. Je le reprends, je le mets. Donc ici je vais faire rentrer ceci, ici je vais faire rentrer là, et les deux signaux vont être affichés sur le même graphe. Donc je simule. Voilà. Il calcule et il va afficher la courbe. Voilà, donc j'ai les deux courbes cette fois-ci. Courbe 1, courbe 2, donc par défaut en fait la courbe 1 c'est celle qui est en haut, hein. Courbe 2 c'est celle qui est en bas. Donc si on analyse un peu tout ça, je vais réduire ça. Voilà. Si on analyse ceci, le modèle qui avait une résistance correcte, courbe 1, ben effectivement on voit que la température sature plus haut à 330 degrés comme tout à l'heure, et puis l'autre beaucoup plus bas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement changer d'autres paramètres. Donc je vais mettre ici 15, c'est-à-dire les deux mêmes résistances thermiques, et puis ici par contre je vais dire que on va mettre un poulet dans le four. Hop. Pour mettre un poulet dans le four, CTRL C, CTRL V, hop, on peut l'éditer, lui mettre un petit nom, poulet, le connecter, donc on rajoute une capacité thermique. Reste maintenant à configurer cette capacité thermique. Donc en fait le poulet, on peut imaginer qu'il fait
1,2 kg. Et puis comme on est en modélisation, il faut modéliser le poulet. On peut dire que c'est de l'eau, hein, 100% d'eau liquide. Donc l'eau c'est 4180 joules par kilogramme degré Kelvin. Et on peut multiplier par 1,2. Alors ça c'est un essai, j'ai jamais essayé. Savoir s'il prend. Hop, on simule. Et il ne simule pas. Si la courbe est affichée, voilà, formidable, ça marche en plus en mettant directement le produit. Et on voit effectivement qu'avec le poulet, courbe 1, effectivement l'évolution de température est ralentie, hein, le temps que la capacité thermique du poulet se charge. Voilà. Très bien, on pourrait éventuellement, donc j'enlève le poulet du four, on pourrait maintenant changer la valeur de la résistance, donc passer à 10 ohms au lieu de 17 ohms et resimuler. Donc chez les élèves en général, quand ils baissent la résistance, ils pensent que le flux thermique sera plus faible, et à leur grande surprise, c'est l'inverse, en raison de la fameuse loi de Joule, P égale U carré sur R. Voilà. Donc ici, courbe 1, effectivement, avec une résistance plus faible, ohmique, j'ai une puissance dissipée qui est plus grande. Voilà, donc on va s'arrêter là. Il y aura un autre tutoriel très certainement sur la comparaison entre... Ah non, pardon, j'aurais pu vous faire ceci aussi. J'ai pas pensé, je remets ça à 17. Ici, on garde un signal continu, et au lieu de mettre 230, on peut mettre 115 par exemple, et voir un petit peu ce qui se passe sur l'évolution en température. Voilà, donc effectivement on voit qu'une tension de source plus faible, tout simplement dissipe moins de... va transporter une énergie ou une puissance plus faible. Voilà, donc je disais, oui, avant de faire ceci, qu'il y aura certainement un autre tutoriel sur la comparaison entre les tensions continues et tensions efficaces, afin de montrer aux élèves la nécessité de travailler sur des grandeurs efficaces dès lors qu'on est en alternatif. Voilà, c'est terminé.